Après le départ de Boris Eltsine, les maires de Moscou et de Leningrad quittent à leur tour le parti communiste soviétique. François Mitterrand relève l'existence de ministères désuets, une déclaration qui relance les rumeurs de remaniement ministériel. Attaque du train postal Bordeaux-Vintimille, une opération bien préparée pour un butin apparemment très faible. Enfin, 14 juillet, embouteillage, défilé Flanflan et Marseillaise avec Jean-Michel Jarre pour le spectacle de la soirée. Bonsoir, François Mitterrand vient de lancer le mot de l'été, mais je ne suis pas sûr que cela devienne un tube dans les cabinets ministériels. Il s'agit du mot désuet. Il y a, a-t-il dit ce matin, des ministères désuets, et le chef de l'État, dans le même élan, a suggéré la création de nouveaux ministères. Le tout pari politique s'était assoupi à l'approche des vacances. Le réveil est brutal. Les propos du président relancent les rumeurs sur un éventuel remaniement. Albert Ripamonti. On s'interroge peu, quelquefois pas du tout, sur les relations entre ces administrations. Les unes ont vu leur rôle grandir, les autres pratiquement ce rôle disparaître. Mais cela n'apparaît jamais dans les propositions budgétaires du ministre. On pourrait même se demander s'il n'y a pas certains ministères qui seraient déjà désuets. Et pourtant, ils vont beaucoup vous demander. Parmi les administrations trop gourmandes, le chef de l'État épingle le logement. Pourquoi, s'interroge-t-il, ne pas chercher à savoir si les 130 milliards qui lui sont alloués sont affectés au mieux? Autre sujet d'étonnement, la formation professionnelle et les 70 milliards engloutis annuellement. Voici donc le président Mitterrand qui donne des leçons de gestion au gouvernement après en avoir donné sur la politique sociale. C'était à Solutré lors du traditionnel pèlerinage. Il n'avait pas exclu alors qu'un grand ministère de la population soit mis en place à brève échéance. Des ministères désuets, d'autres à créer. À la veille de sa rituelle intervention du 14 juillet, le président de la République relance ainsi les rumeurs de remaniement. Bonsoir André Léniel. Bonsoir. Est-ce que vous vous sentez désuet? Pas du tout. Et d'ailleurs, la formation professionnelle qui a été donnée en exemple est une priorité nationale. Donc au contraire, j'ai le sentiment que l'intervention du président de la République est un extraordinaire coup de main à l'action que nous essayons de mener pour donner à la formation de ce pays l'efficacité maximum. C'est votre interprétation, parce que ça a été perçu plutôt comme une critique. Ah, pas du tout. J'ai récemment présenté devant le Parlement un projet de loi sur la modernisation du secteur de la formation professionnelle et en particulier sur sa qualité et son contrôle. Et j'ai été le premier à dire dans ce pays qu'il y avait 15 à 20% des crédits de formation professionnelle qui étaient mal utilisés. Pourquoi le président fait-il la leçon de cette manière? Je ne crois pas qu'il fait la leçon. Il, au contraire, nous donne beaucoup d'aide pour persuader tous ceux qui sont dans le secteur qu'il faut assainir. Vous êtes trop fin politique pour ne pas comprendre la signification des propos du président. Il aurait pu faire la leçon en privé au Conseil des ministres. Il le fait publiquement. Ça a un sens, enfin. Je crois que le sens est tout à fait clair. Au moment où se prépare un budget, il faut que chacun soit réaliste, que le maximum d'efficacité soit donné et que la nouvelle étape sociale puisse être engagée avec le maximum de crédits. Et pour cela, il faut dégager des crédits qui sont moins utiles. Vous ne vous avez pas habitué à la langue de bois. C'est depuis que vous êtes ministre? Ah, ce n'est pas la langue de Mais bois. Si. Pas du tout. Le remaniement, c'est pour quand? Écoutez, c'est de la seule responsabilité du président de la République, et bien entendu, je ne m'engagerai pas sur ce terrain. Mais vous savez, les journalistes annoncent depuis des mois le remaniement. Eh bien, je vais vous faire une confidence, il est un jour où ils finiront par avoir raison. Ce ne sont pas les journalistes qui ont prononcé le mot désuet. C'est le président qui connaît trop le sens des mots, et vous le savez. Et vous aussi. Absolument, absolument, et je crois qu'il a fait là un constat qui devra conduire, le moment venu, à une modernisation de l'appareil gouvernemental. Alors, plus sérieusement, il critique dans un premier temps, sur le fond, la politique sociale du gouvernement. Il critique dans un deuxième temps, aujourd'hui, la méthode du gouvernement. Ça veut dire quelque chose. Je répète, ça n'est pas toujours une critique. En ce qui concerne mon domaine, que je connais le mieux, ça n'est pas du tout une critique, c'est au contraire une aide. Et je le dis tout à fait sincèrement. On peut aider Une loi vient d'être votée. Elle a été promulguée par le président de la République il y a 3 jours. Qu'il donne un coup de phare sur cette loi qui veut moderniser, qui veut assainir le secteur de la formation professionnelle, je considère que ce n'est pas du tout la leçon, c'est au contraire un encouragement. Alors je reprends mon terme, le mot leçon. Est-ce qu'il n'y a pas au terme de cette logique, de cette leçon donnée à haute voix, au bout de cette logique, un divorce entre le président de la République et le Premier ministre Michel Rocard? Non, moi j'ai le sentiment d'une grande complémentarité et j'ai la conviction qu'il y a un travail en commun et d'ailleurs c'était aux côtés du Premier ministre qu'il s'exprimait. Je persiste à croire qu'il s'agit de la langue de bois. Pas du tout.
pas du tout. Et je suis convaincu qu'à travers le budget qui est en cours d'élaboration, il va y avoir la capacité d'agir et de moderniser l'administration et la politique On se française. reverra quand il y aura le remaniement? Volontiers. Merci André Léniel. Les soviétiques sont en train de découvrir à leur tour les délices de la démocratie. Le parti communiste pourrait ne plus être le parti unique. Le départ de Boris Eltsine sonne aujourd'hui comme une hémorragie. Les maires de Moscou et de Leningrad ont annoncé ce matin qu'ils quittaient à leur tour le parti. Et l'émergence de nouvelles forces politiques paraît inévitable. L'Union soviétique va-t-elle vers le multipartisme? Réponse Pascal Verdeau et Sylvie Levet. D'abord, il y a celui qui s'en va par la petite porte, en Sibérie, sa région d'origine, Egor Ligatchov, le conservateur, lâché par les siens. Il était la droite de Gorbatchev. Et puis, il y a celui qui monte, le président de la Fédération Russie, Boris Eltsine, grand féodal. Il est la gauche de Gorbatchev. Il n'a pas l'intention, dit-il, d'entrer dans un autre parti. Au-dessus de la mêlée, telle est sa devise, c'est pourquoi il a quitté le PC. Enfin, cet après-midi, c'était au tour des maires de Moscou et de Leningrad de déchirer leur carte du parti. Un parti qui, à leurs yeux, se serait montré incapable de véritables réformes. Un parti resté décidément trop centralisateur. Désormais, ils se consacreront tout entier à leur mairie. Une dévotion exclusive, à l'écart du Kremlin, qui porte en elle comme des relents de pluripartisme. Mais l'hémorragie se propage. Tout à l'heure, les responsables de la plateforme démocratique sont entrés en dissidence en annonçant la constitution de leur nouveau parti social-démocrate. Création de nouveaux partis qui serviront comme à l'Ouest d'instruments de conquête du pouvoir. L'idée démocratique s'affirme chaque jour en Union soviétique. Une démocratie qui possède déjà une opinion publique avide d'informations, mais pas forcément passionnée par les joutes oratoires du 28e Congrès. Un cri de joie aujourd'hui à Brindisi, le cri des réfugiés albanais qui viennent d'arriver en Europe occidentale et qui n'ont qu'un seul bagage, un passeport. Mais quel bagage? Le passeport de la liberté. Mathilde Pradier. Massés sur le pont, fatigués, un peu hirsutes, les réfugiés sans bagage découvrent le sol de l'Italie. Certains ont lancé leurs vêtements par-dessus bord comme pour se débarrasser de tout ce qui les attache encore à l'Albanie. Ils mettent un pied à terre et c'est l'explosion de joie. Durant la traversée, un bébé est né, immédiatement hospitalisé en Italie. Les équipes médicales de la Croix-Rouge veillent au malaise bénin dû à la traversée. Ils sont soulagés, leur langue se délie enfin. Après l'arrivée des 4 bateaux italiens, le port prend des allures de marché aux puces. Les quelques 5000 réfugiés retrouvent des vêtements, prennent un premier verre, avant de se diriger avec une seule richesse, leur passeport officiel, vers le camp de transit de Restinko ou de prendre l'un des 3 trains pour la RFA, pour ceux qui ont choisi cette destination. Et après l'Albanie, Cuba, peut-être, la Tchécoslovaquie demande en effet à Cuba de laisser partir des réfugiés cubains qui se sont installés à l'ambassade tchécoslovaque de la Havane. Retour en France. Depuis la nuit dernière, un septuagénaire est retranché dans sa maison, dans un petit village des Pyrénées-Orientales. Armé d'un fusil de chasse, il tire régulièrement sur les gendarmes. Aucune personne n'a été blessée pour le moment. Le GIGN pourrait pourtant être appelé en renfort. Des hommes armés ont attaqué hier soir le rapide Bordeaux-Vintimille. Ils ont obligé le cheminot à stopper en rase campagne et sont repartis avec des sacs postaux, mais le butin serait plutôt maigre. Pascal Justice. Le hold-up a été très minutieusement préparé. Tout s'est passé très vite et sans violence. À 23 h, le rapide Vintimille-Bordeaux est en gare Saint-Charles à Marseille. C'est ici qu'on accroche les 2 wagons postaux entre la motrice et les passagers. La première équipe de malfaiteurs profite des manœuvres de la locomotive pour s'y cacher. 23 h 35, le train redémarre. 10 minutes plus tard, en rase campagne, les gangsters sortent de leur cachette et forcent le conducteur à stopper le train. C'est là, près de Jonquière-Saint-Vincent, que les attendent leurs complices. Ils étaient cagoulés, ils étaient masqués, gantés et armés, et ils ont fait éruption, mais pas plus. Et bon, ils m'ont donné leurs instructions de suite, bon, j'ai compris de suite évidemment. On lui ordonne notamment, pour ne pas déclencher l'alerte, de signaler par radio que le train est en panne. C'est exactement ce qu'ils me disaient de faire. Bon, à partir de là, eux ont fait ensuite ce qu'ils avaient à faire. Quand ils ont eu fini, ils m'ont dit que je pouvais repartir, que j'avais été bien avec eux, et qu'ils faisaient de même, qu'ils me laissaient tranquille.
Ce qu'ils ont à faire dure 10 minutes, pas plus. Ils pénètrent dans les wagons, maîtrisent les 11 agents de la poste présents et trient les sacs postaux, ce qui laisse penser qu'ils étaient bien informés. Pour la fuite, 3 voitures les attendent. Peu d'indices donc au total pour cette enquête. La direction des postes dit ne pas pouvoir évaluer le montant du butin, mais pense qu'il est très faible. Beaucoup de courriers et peu de valeur. Mais alors, on comprend mal pourquoi une telle minutie dans la mise en scène pour un si faible butin. Écoutez bien nos informations, si vous vous apprêtez à partir en vacances, elles vous permettront de mieux rouler. Avec des embouteillages dès aujourd'hui, et ce n'est qu'un début, le pire c'est pour demain. Des millions de vacanciers sont attendus sur les routes et Bison Futé affiche un rouge carmin. Si vous le pouvez, partez dimanche. Attendez, dimanche pour partir, tout devrait s'arranger. Tout de suite, bouchon ou avion, les conseils pratiques d'Hervé Dino. Pas de pont cette année à l'occasion du 14 juillet, mais quand même une seconde vague de départ en vacances qui risque de s'échouer aux portes de nos grandes villes. Pas de surprise, dès ce soir c'est à Paris, Lyon et Bordeaux que l'on enregistre les plus importants bouchons. À Bordeaux, ça coince à hauteur du pont d'Aquitaine où l'on signale dans le sens sud-nord un ralentissement de 7 km. À Lyon, ça bouchonne sur 3 km sur l'autoroute A6 au nord du tunnel de Fourvière et sur 5 km et demi dans l'autre sens sur la 7. À Paris, les périphériques sont très chargés. Sur les boulevards intérieurs et extérieurs, on signale des retenues pouvant atteindre parfois 6 km. Les sorties ouest et sud de Paris sont particulièrement encombrées. La 13 en direction de Rouen est bouchée sur 8 km, tandis que sur l'autoroute A6 en direction de Lyon, on roule pare-choc contre pare-choc sur 14 km. Dans les aéroports, malgré une grève des personnels au sol, d'Air-Inter, les départs s'effectuent presque normalement, la compagnie nationale n'ayant supprimé que 15% de ses vols. Une consolation pour ceux qui resteront à Paris, vous pourrez assister au défilé traditionnel du 14 juillet. Les vedettes ne seront peut-être pas cette fois-ci les légionnaires, mais un objet apparemment insignifiant, un objet de 20 kg, d'une efficacité redoutable. Il s'agit d'un missile solaire qui peut détruire des avions supersoniques et qui peut aller à 3000 km à l'heure. Son nom, le Mistral. Pierre Babet et Philippe Guinet ont suivi des essais à Djibouti. Vedette très discrète que ce missile Mistral, mais vedette quand même. Quelle performance, moins de 20 kg, d'une simplicité enfantine, mais quand il tient une cible, même à 6 km, il ne la lâche plus. Est tellement maniable qu'il peut protéger n'importe quel point sensible de toute menace aérienne, centrale nucléaire contre un attentat terroriste, unité de combat contre un raid ennemi, base aérienne pendant une opération. Tellement léger qu'on va même en équiper des hélicoptères contre les autres aéronefs. À 3000 km/h, il bat tous les avions. Avion droit devant. Allez, visuel. De quoi faire pâlir de jalousie son grand aîné et concurrent américain, le Stinger. De quoi donner du fil à retordre aux constructeurs d'avions, obligés d'imaginer de nouveaux leurres à opposer à cette arme hyper intelligente. Son prix, secret défense, moins de 100 fois celui des appareils qu'il descend. Le 14 juillet, c'est aussi le concert donné demain par Jean-Michel Jarre à la Défense à Paris. Un seul mot pour traduire ce spectacle, géant. Géant comme les tours de verre, les écrans panoramiques, la scène pyramidale, le son télésatellisé et le public attendu, 2 millions de spectateurs. Géant aussi le travail de mise en place de ce concert. L'avant-dernière répétition, c'était cette nuit. Reportage Nicole Bappel et Christophe Hérault. C'est exactement cette vision fantastique qui illuminera demain Paris La Défense. Un concert réglé comme le départ d'une navette spatiale. Hier dans la nuit, la tête dans les lasers, Jean-Michel Jarre, du haut de la plateforme de la pyramide de 50 tonnes, accorde lumières et synthés. Ce qui fait, je crois, la caractéristique du projet du 14 juillet comme de certains autres projets que nous avons pu mener à bien, c'est le fait que ce sont des projets qui à chaque fois sont spécifiques, un petit peu comme des films, où à chaque fois l'histoire est différente, les scénarios sont différents, les acteurs sont différents. Pas tous, puisque la même équipe qui est ici ce soir travaille avec moi depuis maintenant une douzaine d'années. Hommes ont joué de concert, alpinistes spéléologues, spécialistes des voilures de bateaux, pour parer les tours arrogantes de 25 000 m² de toile et emprisonner l'arche d'un filet de 10 000 m². Quant aux artificiers et maîtres éclairagistes, c'est du haut des tours de la Défense qu'ils seront les magiciens de cette nuit. Les pieds bien sur terre pour assumer cette production de 45 millions de francs,
Jean-Michel Jarre ne se départit pas de son goût du merveilleux. Son rêve le plus fou? Ce serait peut-être d'aller faire un concert sur la banquise, parce que le public de Pingouin est toujours très bien habillé, ils applaudissent toujours au bon moment. Rassurez-vous, demain soir, la queue de pie n'est pas de rigueur. Et revenons à la tradition, c'est-à-dire à la chanson du jour qui s'appelle la Marseillaise, mais certains veulent la changer. Au-delà des patriotes qui reprendront en chœur l'hymne national demain sur les Champs-Élysées, une association s'est élevée contre les paroles trop guerrières de la Marseillaise. Son président, l'abbé Pierre, son but, imaginer un texte centré sur la fraternité. Reportage Yasmina Yayaoui et Philippe Jasselin. Elle, c'est la diva qui l'année dernière pour le bicentenaire nous interpréta sublimement la Marseillaise. Lui, c'est le père Jean Toula. Cela fait 22 ans qu'il se bat pour changer les paroles de cette Marseillaise. Il a dans ses tiroirs près de 200 versions de notre hymne national. Bon, d'accord, elles ne sont pas toutes géniales. J'allais dire 18 sur 20. Mais il y a le ramage et le plumage. Autrement dit, le ramage est très sympathique, mais le plumage laisse à désirer. Faire prendre conscience à l'opinion du hiatus qu'il y a entre notre devise, la plus belle des devises, liberté, égalité, fraternité, et l'hymne le plus sanguinaire du monde. Car j'ai étudié les hymnes des autres nations, vraiment, nous sommes lanterne rouge. Vous ne connaissez pas la version de Serge Gainsbourg? Non, pas du tout. Mais je crois, d'après ce que je veux dire, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Gainsbourg n'a pas été le premier à retoucher la Marseillaise. Après la Deuxième Guerre, la version jazz du gitan Django Reinhardt avait scandalisé la France. On ne touche pas à l'hymne national. Aujourd'hui, les Français se montrent moins frileux. Quelques modifications, pourquoi pas, après tout. Le père Jean Toula n'est peut-être plus loin du but. L'image de soldats égorgeant d'autres personnes, est-ce que ça correspond vraiment à l'image de démocratie de la France? Je pense pas. On pourrait peut-être essayer de corriger certaines phrases, mais enfin, l'ensemble est bon quand même. Et pourquoi pas la version des Beatles? Amour, 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 en anglais dans le texte. Il ne se contentait pas de prêcher, il péchait aussi et gravement. Le curé de Quincampoix en Belgique violait des enfants et il avait des complices du même âge que lui, c'est-à-dire du 3e âge. Marie-Odile Pagnès. Stupeur à Quincampoix. Le curé de cette petite ville belge vient d'avouer avoir violé à plusieurs reprises une jeune fille de 15 ans. Comme les 8 autres personnes impliquées dans cette affaire de pédophilie, l'abbé Dupont, 71 ans, est désormais sous les verrous. Quand on a appris la nouvelle, on a été sidérés. Moi, je vais vous avouer que mon cœur y battait. Parce que c'est un très brave curé. Et comment vais-je dire? Quand il prêchait, c'était vraiment bien réfléchi, bien pensé. C'était sensé. Si vous aviez un problème, vous pouviez aller le trouver quand vous voulez. Il était toujours prêt à vous aider. Alors bon, ce qu'on a appris là-dessus, ça, on est sidérés. C'est triste. Dégueulasse, c'est tout. Il aura fallu 6 mois d'enquête à la police belge pour démanteler ce réseau de prostitution enfantine. Les organisateurs, 2 hommes de 60 et 68 ans, depuis 1981, ils abusaient régulièrement de mineurs. Après les avoir saoulés et menacés, ils les livraient au fantasme de clients recrutés par petites annonces. 12 petites filles et adolescentes ont été leurs victimes. La plus jeune n'avait pas 3 ans. Selon la nouvelle loi belge sur la protection de l'enfance, les inculpés risquent la peine de mort, une peine qui en Belgique est systématiquement commuée en prison à perpétuité. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France grâce aux images de nos stations régionales. Commentaire Anne Gouraud. Suite et fin du mystère du cratère apparu dans un champ de maïs à Bernay dans l'Eure il y a 2 jours. Le coupable, ni une météore, ni un ovni, mais une bombe. Une bombe de la Seconde Guerre mondiale enfouie à 4 mètres de profondeur qui a explosé, pour une raison inconnue, creusant la terre sur 20 mètres de diamètre. Bachelière à 16 ans, titulaire d'une licence d'anglais et d'une maîtrise d'hébreu, cette jeune Parisienne est la première femme rabbin de France. Pauline Beb a été ordonnée à Londres dans le seul séminaire européen à accepter les femmes. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre au sein du mouvement juif libéral de France. De
notaire de Saint-Médard et un promoteur bordelais écroués pour abus de confiance aggravé et complicité. Les notaires utilisaient la trésorerie de leur étude au profit de la société immobilière d'Alain Parayou. Selon la brigade financière de la PJ, les malversations portent sur un montant de 25 millions de francs. Allez, Jaco, le boxeur français va tenter de récupérer ce soir son titre de champion du monde des super welter contre l'américain Terry Norris à Annecy. Un titre qu'il avait perdu par blessure face à John Mugabe en 89. Mais cette fois, il s'entraîne. Reportage Jérôme Didier et Jean-Jacques Secky. René Jaco débute chez les professionnels en 83, 37 combats, 26 victoires dont celle face à Don Curry pour le titre mondial, un nul et 10 défaites. La dernière en date, juillet 89 à la première reprise contre John Mugabe, titre mondial en jeu. First of all, Ronnie Jaco is a very strong and determined boxer. He has a lot of stamina and endurance, and he has the willpower to drive forward. That's his main point. He's very strong and very aggressive. I would really not say that he has a lot of weaknesses. The only thing we're trying to improve on is improve his defense some, make his defense a little better, and move his feet more. His offense is very good, and only thing he has to do is move his head, move his feet, and keep his hands up. White and black. Danse balance sur le white and black blues. Nous les blacks. Bon, rien à voir avec cette musique ou avec celle de Jean-Michel Jarre, mais elle est, paraît-il, encore très appréciée. C'est celle de Luis Mariano. Et malgré sa disparition, il est toujours une star. Ses disques se vendent très bien. Son principal fan club compte 60 000 adhérents. Des milliers d'entre eux se viendront ce week-end à Arcang, au Pays Basque, le village de celui qu'on n'imaginait qu'en habit de lumière. Nostalgie, Michel Vial. Mariano, c'était le soleil, c'était la bonté, la générosité, c'était le talent. Et 20 ans après sa mort, il est devenu un mythe. Et ici, à Arcang, je suis né quand même au Pays Basque. Je suis né de l'autre côté de la frontière, mais vous savez que pour les Basques, il n'y a pas de frontière. Donc je suis chez moi. Je suis chez moi doublement parce que ma résidence officielle est dans mon pays d'adoption, c'est-à-dire Arcang. Il fut lui aussi en son temps un immigré. 3 guerres, dont celle d'Espagne, avaient poussé sa famille sur les routes de l'exil. Des cours de chant à Bordeaux et la rencontre avec un librettiste efficace, Francis Lopez, l'ont propulsé vers une gloire dont l'ampleur a survécu à son personnage, aussi doué sur scène que modeste dans la vie. Andalusia mia, c'est pour toujours. Mariano est arrivé juste après la guerre où tout le monde était triste, tout le monde avait souffert. Lui, il est arrivé avec cette gaieté, cette pagnolade, si on veut, comme on appelait à l'époque, l'accent avec un peu de soleil, et ça a réjoui les cœurs. De mes amours. Après sa mort, on avait 3 grandes panières pleines de lettres d'admiratrices. Seul Tino Rossi avant lui, Claude François et les Beatles après lui ont déchaîné ces élans collectifs et irrationnels que ne suffisent pas à expliquer sa voix d'or et sa prestance aussi désuète que son répertoire. Comme tout phénomène, Luis Mariano défie donc l'analyse critique, mais son talent qui passe la rampe et les modes n'a sans doute pas fini d'alimenter notre émotion nostalgique. La belle de Cadix est entrée au couvent. Pour finir, un texte qui vient de nous parvenir, nous vous en parlions tout à l'heure, le septuagénaire qui était retranché dans sa maison depuis hier vient de se rendre. Il n'a opposé aucune résistance aux membres du GIGN qui ont réussi à pénétrer dans sa maison il y a tout juste 1 heure. Il a été conduit à l'hôpital psychiatrique de Thuir. Et je vous rappelle l'information principale de la journée. François Mitterrand
a déploré l'existence de ministères désuets et a suggéré la création de nouveaux ministères. Il a ainsi relancé, involontairement j'allais dire mais pas sûr, les rumeurs qui courent sur un éventuel remaniement. Fin de ce 19-20, tous ceux qui ont apprécié Les Rois Maudits cette semaine pourront voir après la classe l'avant-dernier épisode et pourront ensuite s'évader à 22h15 grâce au magazine de Georges Pernoud. Talassa. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est Soir 3 à 23h10, présenté par Henri Loret. Tout de suite, n'oubliez pas la météo complète de Florence Klein pour votre week-end du 14 juillet. Importante pour les départs, fin de ce 19-20, bonsoir et bon week-end. Bonsoir.